Alors, cette illustration montre trois types d'aortes démontrant une athérosclérose légère en bas. Donc, c'est des pièces nécropsiques. Alors, modérée au milieu et sévère en haut. Voilà. Alors, au microscope, là, c'est une plaque d'athérome donc, qui contient des cristaux de cholestérol. Voilà. Et il y a une hémorragie récente donc, qui s'est formée sur cette plaque. Un thrombus peut se former aussi sur la plaque. Voilà. Alors ça, c'est un fort grossissement de la plaque athéromateuse, de nombreux lipophages. Alors c'est les cellules spumeuses, les macrophages chargés de lipides, de cholestérol, voilà, qui forment la plaque d'athérome avec les cristaux de cholestérol. Voilà, la même chose. Donc, on a les cristaux de cholestérol avec les lipophages ou les macrophages, avec quelques lymphocytes, petites cellules, donc un noyau très foncé. C'est des cellules inflammatoires. Alors, l'athérosclérose peut affaiblir la paroi de l'aorte au point de se gonfler pour former un anévrisme. Donc, la flèche bleue. Alors, un anévrisme aortique athérosclérotique se produit généralement dans la partie abdominale, sous les artères rénales, comme indiqué. Donc, mais les anévrismes peuvent se former dans l'aorte la plus proximale ainsi que les branches de l'aorte. Donc, quand l'anévrisme atteint un diamètre important, entre 5 et 7 cm, il risque de se rompre. L'athérosclérose peut impliquer des artères périphériques, en particulier ceux de la jambe, les artères iliaques et s'étend aux artères fémorales, poplitées inférieures de la jambe. Donc l'angiographie ici montre une occlusion de l'artère poplitée droite, voilà, et un ruissellement dans la branche artérielle collatérale. Donc, ces complications incluent une tolérance réduite à l'exercice, de la douleur, donc cliniquement ça a des manifestations, et un changement ischémique qui peuvent aboutir donc à une nécrose gangréneuse. Ensuite, on passe à l'artériosclérose. Donc, l'artériosclérose, elle est différente de l'athérosclérose. L'artériosclérose, elle est due, elle se présente le plus souvent dans les reins, chez les patients présentant une hypertension maligne. Lorsque la pression systolique elle est supérieure à 180 et la pression diastolique à 120, avec des signes de lésion aiguë ou continue des organes terminaux. Donc, la paroi artériolaire, ce que vous voyez, donc, avec la flèche bleue, elle est nettement épaissie et la lumière, elle est très réduite. Donc, l'artériosclérose ou durcissement des artères est un terme générique, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour l'athérosclérose, mais ça a une signification différente. Donc, il inclut l'athérosclérose, l'artériosclérose et même une autre pathologie qui est la sclérose calcique médiale qu'on va voir par la suite. Donc, dans l'artériosclérose, les petites artères artériolaires et les petites artères et les artérioles peuvent être si gravement endommagées en cas d'urgence hypertensive, donc elles peuvent présenter une nécrose qui ressemble à de la fibrine qu'on appelle nécrose fibrinoïde. Donc la paroi elle est complètement nécrosée, la paroi de l'artère. Alors la même chose, cette artériosclérose hyaline peut s'observer chez les patients atteints de diabète sucré et d'hypertension. Alors là, c'est un glomérule rénal au fort grossissement qui est coloré par l'acide périodique de Schiff plutôt, voilà, donc le PAS qui présente des dépôts nodulaires qu'on voit là en rose, donc d'une matière amorphe, donc ce qu'on appelle la glomérulosclérose nodulaire. Alors il y a aussi une autre artère qui a une paroi épaissie, ce n'est pas de l'athérosclérose, c'est de l'artériosclérose, voilà. Alors, après l'artériosclérose, il y a la sclérose calcique médiale de Monckeberg.
alors qui est la forme d'artériosclérose la plus insignifiante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de répercussions cliniques, elle n'est pas plutôt très pathologique, c'est des calcifications qu'on voit en général dans les artères musculaires calcifiées, donc apparaissant sur une radiologie ou une radiographie de la région pelvienne chez les personnes âgées. Donc ça n'a pas de répercussions ou de conséquences cliniques. Voilà. Ensuite, on passe à la maladie thromboembolique. Alors, un thrombus, donc un thromboembole pulmonaire, se déplace d'une grosse veine de la jambe jusqu'à la veine cave inférieure, en passant par le côté droit du cœur et jusqu'aux principales artères pulmonaires au fur et à mesure qu'elles se ramifient. Donc, ces thrombus s'embolisent le plus souvent à partir de grosses veines des jambes, le plus souvent, et du bassin, où des thrombus peuvent se former avec stase donc, et ou inflammation. Alors là, c'est un tronc pulmonaire avec des branches droite et gauche des artères pulmonaires qui sont ouvertes, vues et ici ouvertes pour montrer un gros thromboembole. Voilà ce que vous voyez là. Alors, un autre gros thromboembole pulmonaire sur une pièce bien sûr nécropsique, donc de pneumectomie, une coupe transversale pulmonaire. Donc, la source typique de ces thromboemboles provient des grosses veines des jambes et du bassin. Donc, les embolies pulmonaires peuvent être classées par taille comme petites, moyennes et grandes. Les petites peuvent passer cliniquement inaperçues. Les tailles moyennes ne pas tuer le patient, quand elles peuvent ne pas tuer le patient, mais peuvent entraîner un infarctus pulmonaire. Alors les gros mettent la vie en danger du patient et l'embolisation pulmonaire récurrente, c'est-à-dire à chaque fois, peut réduire le débit vasculaire pulmonaire et provoquer une hypertension pulmonaire. Alors, ce thromboembole pulmonaire obstrue l'artère pulmonaire principale. Donc, ça arrive surtout chez les patients ou les personnes immobilisées pendant des semaines. Ce sont les plus à risque. Le patient peut ressentir cliniquement une dyspnée soudaine et la mort peut survenir en quelques minutes s'il n'y a pas de prise en charge adéquate. Donc, il s'agit de l'apparence ici microscopique d'une embolie pulmonaire dans une branche artérielle pulmonaire majeure. Alors, la superposition des globules rouges et de la fibrine, là c'est du parenchyme pulmonaire. Donc, vous avez dans la lumière donc des globules rouges, de la fibrine, les globules rouges en rouge, et de la fibrine, c'est plus clair, avec des leucocytes et des plaquettes. Donc, se produit le thrombus qui est déjà formé, qui s'est formé à l'origine. Donc, il s'embolise. Donc, cette embolie pulmonaire, elle adhère. Donc, vous avez des alvéoles pulmonaires, vous avez une paroi artérielle et vous avez le thrombus qui adhère à la paroi. Donc, le thromboembole va s'organiser si le malade survit et pour la plupart, il sera retiré. Voilà. Là, c'est un fort grossissement, plutôt un faible grossissement des stries de Zahn qu'on retrouve, les bandes roses pâles de plaquettes et de fibrine et qui alternent avec les bandes rouges donc, et qui constituent le thrombus. Alors, les infarctus, l'occlusion des artères pulmonaires principales peut tuer subitement le patient. L'occlusion de ces petites artères pulmonaires n'a pas d'effet immédiat majeur. L'occlusion d'une branche de l'artère pulmonaire de taille moyenne peut entraîner un infarctus pulmonaire chez une personne dont l'état cardiaco-respiratoire est compromis. Donc un infarctus pulmonaire, il est hémorragique en raison de la double circulation sanguine. Voilà, là c'est un infarctus intestinal, donc voilà. Et la même chose, un infarctus au niveau du cerveau, donc entraînant une nécrose liquéfiante qui, avec un début
donc de la résolution kystique de l'infarctus. Ça commence à se kystiser. Voilà.